pas évident pour moi de vous conseiller comment vous devez jouer en tant que joueur des parties de jeux de rôle. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes dans le rôle du PJ, entre guillemets. Parce que globalement, mon tempérament fait que j'ai plutôt tendance à m'adapter, même si j'ai des limites, il y a des gens avec qui j'ai pas envie de jouer. Je suis pas non plus du genre à essayer de construire un groupe de gens qui jouent exactement de la même façon, etc. J'ai plutôt tendance à, voilà, quand je suis MJ, essayer, pas toujours réussir, mais au moins essayer de donner à chacun ce qu'il cherche un peu dans la partie. Et quand je suis un joueur, à essayer de la même manière de me calquer un petit peu sur le groupe, même si c'est pas toujours évident, etc. Donner des conseils aux joueurs, c'est pas un sujet évident pour moi. Mais pour autant, je pense que la qualité d'une partie de jeu de rôle dépend vachement des joueurs et on sous-estime vachement cet aspect. Et ce, sur plusieurs points. Sur la fluidité de la partie. En fonction des joueurs que vous avez, la partie va avoir un rythme complètement différent. Sur la qualité, entre guillemets, de l'histoire qui est créée, savoir si les gens sont à peu près sur la même longueur d'onde, ou s'ils ont plutôt tendance à tous tirer la couverture de leur côté, s'ils vont avoir plutôt tendance à essayer de s'aligner, ou de se créer leur propre spot. Sur l'immersion aussi, sur le flow, etc. Par exemple, si vous avez le même humour, si vous avez un groupe un peu comme ça, qui a les mêmes références et tout, en général, vous avancez beaucoup mieux que s'il y a des incompréhensions. Donc ça change pas mal de choses sur l'immersion, sur le flow de la partie. Et donc, mine de rien, faire des petites vidéos pour les joueurs, ça peut être sympathique, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais essayer de me rattraper de ma vidéo sur les joueurs de la semaine dernière, qui est catastrophique, hein. Les retours sont pas terribles, quand même. Donc du coup, je vais faire une petite série de vidéos, qui se transformera peut-être en longue série de vidéos, ça dépendra de vos questions dans les commentaires, si vous avez du grain à me donner, du grain à moudre pour que ça me donne des idées de vidéos et que je puisse comme ça construire, etc. Mais j'ai déjà un petit plan, je vais faire une petite série de vidéos sur des conseils aux joueurs de jeux de rôle. Alors plutôt que de faire des trucs un peu dans tous les sens, ce qui est plutôt ma tendance, parce que je crois pas trop... Côté MJ, je crois en la multiplicité des méthodes. Côté joueur, comme je vous dis, vu que c'est plus difficile pour moi, j'aurais plutôt tendance à balancer des trucs un peu à l'arrache. J'ai essayé quand même de structurer ça. Donc soyez toutes et tous bienvenus sur le banc MJ. On va parler de conseils quand on prend le rôle des PJ. Si vous venez d'arriver pour la première fois sur la chaîne Le Bon MJ, sachez que c'est une chaîne qui parle de jeux de rôle essentiellement. Il y a des tables rondes où il y a des personnes qui se rassemblent pour parler de sujets de jeux de rôle. Il y a des reviews où on regarde un peu des jeux qui sortent et que j'ai lus. Il y a aussi beaucoup de conseils pour les MJ, comme son nom l'indique. Et donc si ça vous intéresse, d'avoir comme ça au moins une fois par semaine une petite vidéo sur le jeu de rôle pour vous faire réfléchir, pour vous mettre un peu dans le mood, vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche pour être alerté, comme ça vous êtes sûr de pas rater les vidéos, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sortent. Du coup dans cette vidéo, on va commencer par la création de personnages. J'ai déjà fait une vidéo sur la création de personnages, mais elle date. On va commencer par là, qui est mine de rien un truc face auquel on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui adorent créer des nouveaux personnages, il y a des gens ça les saoule un peu, ils veulent faire ça vite. On a aussi différentes injonctions vis-à-vis de la création de personnages, moi je vais vous donner les miennes. Donc avant qu'on commence, je vais juste vous donner un petit peu moi ma position de base sur la création de personnages, comme ça vous savez un peu où je vous emmène. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de faire comme moi, mais ça vous permettra de mieux interpréter ce que je vais dire par la suite. Un des trucs qu'on entend très souvent, c'est que si on fait un gros background, qu'on passe beaucoup de temps à créer son personnage, à le peaufiner, etc., c'est un signe d'implication, et ça augmente la crédibilité du personnage, etc. Et c'est quelque chose avec... Je suis pas vraiment d'accord. Personnellement, dans la position de MJ, quand j'ai quelqu'un qui m'apporte 40 lignes sur son personnage, j'ai pas envie de les lire. De la même façon, j'ai du mal à lire les scénarios, des trucs comme ça. Je préfère qu'on me les explique ou les découvrir en jeu. C'est vraiment ça qui m'intéresse le plus, moi, personnellement. Donc du coup, quand quelqu'un m'amène 10 pages sur son personnage, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Si on devait résumer, déjà, la qualité de votre personnage, entre guillemets, votre qualité en tant que joueur, se mesure pas à la quantité de pages que vous allez écrire sur votre personnage. Certes, c'est un signe d'implication, ou en tout cas, c'est le signe que vous avez que vous aimez créer, finalement. Peut-être même écrire, je sais pas. Vous avez un peu cette fibre-là. Que vous êtes prêt à vous impliquer entre les parties et tout, ce qui est plutôt cool. Mais pour moi, en l'occurrence, c'est un peu trop. Et puis surtout, je trouve que des fois, c'est pas assez exploité, le background qu'on écrit. Plusieurs raisons, ça peut être pas assez exploité par le joueur en lui-même, c'est-à-dire que, en fonction de la manière dont il va écrire son background, il peut écrire plein de trucs mais qui serviront jamais à rien, parce qu'il les utilise pas, pour un tas d'autres raisons dont on aura l'occasion de parler après. Ça peut aussi être pas exploité par le MJ. Et puis, aussi, un des désavantages, entre guillemets, de la méthode, c'est que si vous exigez ça de vos joueurs, c'est quelque chose qui peut leur prendre beaucoup de temps, et s'ils aiment pas cette phase, ça peut les décourager tout simplement de faire du jeu de rôle. Personnellement, quand j'ai commencé à me remettre au jeu de rôle après une longue période d'arrêt, quand j'ai commencé mes études, j'ai essayé de lancer un peu tous mes potes, et je suis reparti sur les bases de ce que je faisais quand j'étais plus jeune, quand j'étais en primaire et tout. Je jouais avec des potes ou des cousins qui étaient super contents de créer des personnages, ils adoraient en fait le jeu de rôle, etc. Alors que mes potes, c'est quelque chose de plus parallèle pour eux, de plus satellite dans leur vie. Et quand je commençais à leur faire des méga créations de personnages pour des one-shots, des trucs comme ça, ils se sont dit
ah ouais, quand même, le jeu de rôle, c'est chaud. En plus, je leur faisais faire des méga longues parties, ceux à quoi ils étaient pas prêts. Je crois qu'une des premières fois où j'ai fait faire une partie de jeu de rôle à mes potes, je leur ai fait faire un truc qui a duré 8 heures, ce que je faisais avant. Mais eux, ils étaient là, ils étaient claqués et tout. Et du coup, le retour que j'ai eu après, d'avoir un peu exigé cette implication d'eux, c'est ah ouais, quand même, le jeu de rôle, ça demande beaucoup de temps, toute la phase avant, en plus la partie a fini super tard, on est crevé le lendemain, et du coup il y en a pas mal finalement qui ont été découragés de faire du jeu de rôle. Il y en a qui sont restés, et on a corrigé le tir ensuite. Je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans presque maintenant. Mais voilà, je pense que c'était une erreur d'exiger ça de mes joueurs. Je m'en rends compte d'autant plus maintenant que moi je suis plus joueur, et que ça me saoule de faire une méga longue création de personnage. Clairement, c'est pas mon truc non plus. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que des fois, à l'inverse, je dirais que un trop gros background, ça crée un déséquilibre, et ça peut être trop exploité, entre guillemets. Je m'explique. Si, justement, dans votre groupe, tout le monde n'a pas fait ses 10 pages pour créer son personnage, il arrive parfois, je dis pas que c'est toujours le cas, mais il arrive parfois que celui qui a créé le plus de trucs, et ben ça devienne un peu le chouchou du MJ. D'ailleurs, on en parlait dans la vidéo Poisson d'avril là que j'avais faite. Un peu le côté, s'il y a cette sorte de connivence, genre en mode, ah toi t'es le plus impliqué, donc du coup, machin truc, vous avez tendance, peut-être, le MJ, ça c'est plus une erreur de MJ, je dirais en l'occurrence, il peut avoir tendance à se concentrer sur le personnage qui a le plus gros background. Et de la même façon, là plutôt une erreur de joueur si vous voulez mon avis, si vous avez un gros background et tout, vous pourriez prendre énormément de place dans l'exposition de votre personnage, etc., que ça dure des plombes, et il y a peut-être des gens qui sont pas très friands de ça, du coup il va y avoir un déséquilibre entre ceux qui partent plutôt dans l'idée d'improviser un peu leur personnage au fur et à mesure des scénarios, et vous qui arrivez tout de suite avec vos gros piliers, vos grosses pattes, vous voyez. Et parfois on manque aussi de flexibilité, mais ça on en reviendra encore après. Tout ça, ça vous explique un petit peu ma position vis-à-vis de la création de personnages, ça vous donne déjà une idée générale de ma philosophie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut préparer concrètement? Moi, qu'est-ce que je vous conseillerais de préparer? Il faut savoir que moi, en tant que MJ, déjà, pour tout vous dire, quand je demande à mes joueurs de créer un personnage, je leur demande juste un concept. Genre vraiment. Et ensuite, je crée leur personnage pour eux. Dans la majorité des cas. Parce que je veux que mettre le pied à l'étrier dans la partie, ce soit le plus rapide possible. Et qu'ensuite, on développe, on corrige, on modifie le personnage au besoin. Et c'est aussi parce que la plupart du temps, mes joueurs vont pas se farcir toutes les règles de mon jeu, notamment parce que je change souvent de jeu. Ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Si vous faites des méga campagnes au long terme et que vos joueurs, ils dévorent les manuels du joueur ou je sais pas quoi, c'est pas pareil. Et moi, en général, je demande 3 lignes. Ou alors, quand je veux partir sur un truc plus développé, on fait une création en groupe. Création en groupe, tous ensemble, etc. En général, on va pas trop se pencher sur les règles du jeu, on va vraiment se pencher sur ce que vont être nos personnages. Tout ça, on aura l'occasion d'en reparler. Dans cette vidéo, moi, ce que je vous propose, c'est une méthode de création de personnages un peu ex nihilo, et vous l'utiliserez comme vous voulez, en fonction de comment fonctionne votre table, etc. Et pour ça, j'aimerais utiliser une image que je trouvais pas trop mal. C'est celle de l'arbre. On va partir des racines de l'arbre, ou plutôt de la graine, et ensuite on va agrandir l'arbre, et ça va faire un personnage. Vous allez voir, ça va être rigolo. Donc c'est en gros une liste d'étapes qui est non exhaustive et non prescriptive. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je vais vous dire, et vous pourriez aussi faire beaucoup plus, en fonction de vos besoins. Donc la graine qui va faire pousser l'arbre. Qu'est-ce que c'est? La graine ou les racines. En gros, c'est d'où va partir l'idée du personnage. Donc ça, c'est vraiment, vous êtes là, vous savez pas ce que vous voulez faire. Je vous propose plusieurs graines, un échantillon de différentes graines que vous pourriez utiliser. Le plus classique, c'est de partir des classes et des espèces, des races, des civilisations, des archétypes. En gros, les trucs qui sont proposés par votre jeu avec le nom que leur donne votre jeu. De partir de ça et de vous demander tout simplement laquelle vous aimeriez incarner. Est-ce que vous préférez, si on prend un truc comme Tales from the Loop, donc un jeu où on va incarner des enfants qui vont un peu enquêter sur des mystères et tout, est-ce que vous préférez être un peu le geek qui se saute un peu et qui fabrique ses petits trucs dans son coin, ou alors le Chad, le mec qui fait du sport et tout, qui est un peu débile et parfois méchant mais qui a un bon fond, ou alors la littéraire qui est bien plus intelligente et mature que les gens de son âge et qui a déjà compris qu'il y avait plein de problèmes dans sa ville. Voilà, en général, dans les jeux, et les jeux font de plus en plus l'effort de faire ça, on a des archétypes qui sont souvent des gros clichés, qui vont nous permettre d'avoir une sorte de base sur laquelle partir. Même dans les jeux où on a une création de personnages assez libre, on retrouve souvent ces archétypes maintenant. Et je trouve que c'est vraiment un bon moyen de démarrer, tout simplement. En plus, ce qui est pas mal, c'est que ça vous met sur une sorte de... Ça vous donne un outil de mesure un peu pour vous placer avec les autres. Si par exemple, vous préparez votre personnage en groupe, que vous discutez avec chacun de qu'est-ce que tu veux faire toi, machin, truc, ça vous permet comme ça de choisir un peu dans cette liste, de dire ah bah moi je vais prendre ce rôle-là, moi je vais prendre ce rôle-là, moi je vais prendre ce rôle-là. Donc ça c'est, je dirais, la graine de base. Une autre graine que j'aime bien et que j'avais pas mal développée dans une de mes premières vidéos pour créer des personnages, que j'aurais du mal à revoir aujourd'hui je pense, c'est de prendre un personnage de film. De prendre un personnage de film
qu'on connaît, ou enfin un personnage de fiction qu'on connaît. Vous dites, ok, on va jouer dans un truc, dans une ambiance de western par exemple, c'est ce que je fais en ce moment, et vous avez vu une série comme Deadwood, ou comme Westworld, ou comme tout un tas d'autres films, il y a des tonnes de films de western et tout, vous dites, est-ce que moi je suis plutôt le Lone Ranger, le mec un peu solo, qui a roulé sa bosse en mode Kate dans Lost, ultra débrouillard et tout, le mec un peu extravagant, qui prend toujours un peu des risques, qui se retrouve toujours dans les mauvaises situations. Par exemple, un mec qui joue au poker et qui se retrouve toujours avec des dettes. Ou alors, une médecin ambulante qui vend des tonifiants. Une amérindienne. Vous avez sûrement des images de personnages de films qui répondent à ces archétypes. D'ailleurs, en général, quand on prend l'autre méthode où il s'agit de prendre les archétypes qui nous sont proposés par le bouquin, ces archétypes sont déjà plus ou moins basés sur les archétypes du cinéma. Ça se croise. L'avantage que vous avez avec... les personnages de films, c'est que vous allez pouvoir copier leur mimique, etc. Et donc peut-être, tout simplement, vous baser complètement sur ce personnage, en tout cas dans un premier temps, pour que dès la première partie, vous sachiez un peu comment l'interpréter. Là où les archétypes, typiquement les classes, les espèces, etc., si on prend Donjons et Dragons, par exemple, on a beaucoup d'informations liées au gameplay, par exemple leur capacité, leur sort, etc. On va avoir un peu des explications et tout sur qui pourrait être, etc. Et des fois, on peut manquer un peu de feuilles dans notre arbre. On y reviendra aux feuilles après, c'est la dernière étape. Mais on peut avoir un gros vide qu'on a envie de remplir pour incarner ce personnage. Parce qu'une fois que je sais, par exemple, que je suis un guerrier demi-orc, je peux soit être le guerrier demi-orc ultra cliché, peut-être que j'ai ce cliché en tête, si j'ai des références de fantasy, mais si par exemple j'ai pas de références de fantasy, et si le jeu me propose pas beaucoup de pistes pour interpréter le personnage, je peux me sentir un peu perdu, et du coup aller chercher un personnage qui ressemble dans une autre œuvre de fiction, ça peut être intéressant. Et je trouve que souvent dans les séries, on a plus de personnages, et donc on a plus d'archétypes comme ça à aller chercher. Par exemple, moi une série que j'ai adorée, c'est Lost, et dans Lost, on a vraiment un casting énorme de personnages qui ont tous leur truc cool, mais aussi leur côté un peu sombre et tout. Et du coup, vraiment, on peut prendre un personnage de Lost, se dire, ok, je sais pas, prenons, je sais pas, il y a Saïd dans Lost, bah il a travaillé, alors ça fait longtemps que j'ai pas vu, je vous dis que je suis fan, ça tombe, j'ai des conneries, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu, et en gros, il a travaillé pour l'armée irakienne, il a commis des atrocités, et au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il est tombé plus ou moins amoureux d'une nana qu'il était censé torturer, et du coup, il a trahi l'armée irakienne pour partir avec elle. Bah, je peux transformer ça dans un truc de fantasy, genre en mode j'ai travaillé pour une armée impériale, je sais pas quoi, et je suis tombé amoureux de l'ennemi, et voilà, et on se retrouve dans Pocahontas, quoi. Un truc comme ça, vous voyez ? Il y a comme ça, il y a des sortes de connexions que vous pouvez faire avec des histoires vues et revues, qui peuvent être sympas. Ensuite, il y a partir d'une image. Ça aussi, partir d'une image, c'est assez cool. C'est notamment pratique quand votre MJ, il vous fait jouer à un jeu maison un peu, où il a pas grand chose en fait. Il a pas forcément écrit un livre de 300 pages avec une création de personnage. Peut-être qu'il a un petit système un peu à l'arrache, entre guillemets, ça c'est ce que je fais 99% du temps. Il a une idée un peu d'univers, de thème. Typiquement, il vous dit on va faire du cyberpunk. On va faire du cyberpunk, voilà. Il vous donne 2-3 pistes, genre c'est un cyberpunk où il y a des mutants potentiellement, il y a des androïdes, machin truc, il vous donne un peu, voilà, quelques éléments. Et vous allez sur Pinterest et vous tapez Android, vous tapez Cyberpunk Character Concept Art. Vous cherchez comme ça, vous trouvez des images, et à un moment donné, vous tombez sur une image, vous l'envoyez à votre MJ, vous dites moi je suis ça, et hop, vous avez votre graine, vous avez votre point de départ. Maintenant, on va passer au tronc. Une fois que vous avez votre graine, vous allez essayer de créer un tronc, un peu une base sur laquelle va se bâtir votre personnage. Vous pourriez vous arrêter à l'étape précédente, mais personnellement, je trouve que ça a un petit désavantage, c'est que votre personnage, il met un peu de temps à se stabiliser, et des fois, il est un peu incohérent au début. En tout cas, moi, je sais que c'est mon cas. Si je réfléchis pas un minimum à mon personnage, et souvent, c'est ce que j'essaie de faire parce que j'ai la flemme, si je me force pas à réfléchir un tout petit peu plus à mon personnage, soit il va me ressembler vachement, ce qui est pas grave dans l'absolu, c'est moi qui vais prendre le dessus sur mon personnage, et prendre des décisions comme si j'étais à sa place, pas comme si j'étais lui, ce qui est assez différent quand même. Moi, si j'étais sur un champ de bataille, très certainement que je fuirais. Ou alors, je vais prendre des décisions vachement liées à faire avancer l'histoire, à construire de l'histoire. Ça, c'est ce que je fais la plupart du temps. Et du coup, parfois, je m'éloigne, je trahis un peu mon personnage pour faire avancer le scénario, créer des situations. Ce qui n'est pas grave non plus, mais ce qui peut être un petit peu moins roleplay, entre guillemets, entre grosses guillemets. Donc c'est quand même bien d'avoir un tronc un peu comme ça, pour que votre personnage soit pas complètement imprévisible, et qu'il ait quand même une forme d'identité, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un personnage complètement fou qui change tout le temps d'identité. Ce qui peut être rigolo à jouer, mais ce qui est un concept en soi. Ça, ce serait le tronc. Donc vous partez de votre graine, genre l'idée c'était
je sais pas, je vais vous prendre l'exemple du personnage que j'ai joué lors du tournoi du DICE qu'on a fait avec les gars de Roller Die. C'était un truc futuriste, et nous on devait jouer un peu les soldats dans Starship Trooper, grosso modo. Et donc je suis parti d'un personnage de film, la graine, je suis parti du formateur un peu qu'on a au début de Band of Brothers, dans l'épisode 1 de Band of Brothers, le formateur ultra tyrannique qui est en fait hyper incompétent, donc formateur dans l'armée, donc c'est-à-dire que j'ai décidé d'être le sergent, d'être le chef de l'équipe, qui est ultra vindicatif, qui est très fort à l'académie mais qui est nul sur le terrain. Ça c'était ma graine. Et donc ensuite j'ai dû construire un tronc. Qu'est-ce que c'est le tronc? En l'occurrence c'est questionner la graine. Qu'est-ce que je dois mettre comme information sur mon personnage? Qu'est-ce que je peux écrire pour représenter l'idée que je me fais de lui? Grosso modo je mettrai là-dedans son origine, ses compétences et son caractère. Son caractère finalement, son caractère quand je vais commencer à le jouer. Ça c'est le tronc. Origine, compétences, caractère. Donc son origine, j'ai décidé qu'il faisait partie d'une grande famille de militaires. Il était le dernier de la famille, tous ses frères sont morts courageusement sur le champ de bataille, et donc du coup lui il se sent obligé de continuer sur cette voie, d'être militaire, de faire carrière, etc. Et du coup c'est le bon élève entre guillemets. C'est suffisant comme origine. On sait qu'il a un rapport particulier avec l'armée, toute sa famille a travaillé dedans. On sait qu'il y va par devoir plus que par conviction pour honorer sa famille. C'est déjà assez intéressant comme origine je trouve. J'ai pas créé toute sa famille, genre inventé tous ses frères et sœurs et machin et tout. Ça, j'en ai pas besoin pour commencer. Ensuite, c'est quoi ses compétences? Bah finalement, c'est un militaire qui va plutôt chercher à monter en grade. Du coup, bah grosso modo, je lui ai donné quand même des bonnes compétences de combat pour que il ait passé les premiers stages de troufion, de seconde classe et tout assez rapidement. Qu'il ait toujours été très bon à l'entraînement. Je lui ai mis des bonnes compétences d'observation, etc. Donc un peu sur le plan tactique et tout. Mais par contre, je lui ai mis un mental de 0. Parce que je voulais que, en fait, une fois qu'il soit dans le feu de l'action, il craque, il ait aucune volonté et il perde tous ses moyens. Je crée un peu ses compétences comme ça. Et ensuite, bah, son caractère, comment je vais l'incarner au départ, bah finalement c'est le chef un peu tyran. Le petit coq, le chef qui flique ses équipes. Le mauvais manager qui va aller dans les douches et faire « Qu'est-ce que vous faites encore ici ?» Et donc ça c'est son caractère de surface, celui dont j'ai besoin pour ma première partie. Et puis notamment dans son caractère il y a aussi le fait qu'au fond il soit lâche, mais qu'il essaie de renvoyer une image de confiance en soi et d'autorité. Et qu'à l'intérieur ce soit pas vraiment ça. Et là déjà j'ai un bon tronc de personnage, hein. Vraiment là j'ai beaucoup de possibilités. Et je peux passer du coup aux branches. Alors les branches pour moi, en fait c'est donner un objectif, des possibilités d'évolution au personnage. Le tronc, c'est un tronc commun qui va pas beaucoup bouger. Bon, peut-être que il va muer, de temps en temps, il va perdre des écorces, il va changer un peu de couleur en fonction des saisons, que le tronc de votre personnage va évoluer, mais c'est quand même lent. Alors que les branches, elles cassent quand il y a du vent, il y a des possibilités qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. Il peut y avoir une branche qui va se nécroser, qu'il va falloir couper. D'ailleurs, on utilise un peu l'image des branches pour les scénarios et les différentes possibilités. Bah, les branches, c'est ça. C'est commencer à réfléchir déjà un peu à qu'est-ce que pourrait devenir votre personnage. Ce qui est beaucoup plus important à savoir ce qu'il était à mon avis. Le plus important c'est de savoir ce qu'il est et ce qu'il peut devenir. Ce qu'il était, c'est un peu du background mort, on y reviendra à la fin. Et donc du coup, lui donner au moins un objectif, et au moins avoir une idée de là où vous voulez l'emmener, ça peut être très très intéressant. Déjà parce que ça va vous aider à vouloir le jouer plus longtemps ce personnage, je dirais. Si vous commencez avec un personnage qui est déjà exactement ce que vous voulez qu'il soit, son évolution est beaucoup moins intéressante. Vous allez peut-être être un peu sur la défensive, et du coup vous fermez à manquer de flexibilité. Alors que si vous partez d'un personnage et que vous dites je veux qu'il devienne ce personnage, vous voyez comme ça des cycles dans la vie, tout le monde a des cycles et on change, etc. Que vous dites, que vous réfléchissez déjà à un premier cycle pour votre personnage, c'est intéressant parce que vous allez, comme ça, vous l'avez déjà en tête et en jeu vous allez pouvoir mettre en place des éléments qui vont vous permettre de faire évoluer votre personnage ou saisir les opportunités que va vous donner votre MJ pour faire évoluer ce personnage. Donc concrètement, si on reprend mon personnage de sergent, à quoi ça ressemble? Bah, son objectif concrètement, c'est de briller, de monter en grade le plus possible. Comme il est lâche, un de ses autres objectifs assez importants, c'est de survivre. Et là concrètement, rien qu'avec ces deux éléments, j'ai des bonnes possibilités dans les scènes pour interagir. C'est-à-dire qu'il va pas refuser les ordres, il va se sentir obligé par le devoir, mais une fois sur le terrain, il va craquer, il va avoir un comportement lâche, ce qui va créer du roleplay, ce qui va créer un décalage où les autres personnages par la suite, par exemple, vont lui dire « Mais sergent, qu'est-ce que vous avez fait pendant le combat? On vous a pas vu, où étiez-vous et tout ?» Et du coup, ça va créer comme ça des petits conflits, des petits trucs cool, qui tournent finalement autour des objectifs primaires de ce personnage. Ces objectifs qui vont évoluer. On rappelle, c'est les branches, elles vont évoluer. Donc ça veut pas dire qu'une fois que vous avez déterminé que vous aviez un objectif, votre personnage ne suit que cet objectif, que son histoire va s'arrêter quand il aura accompli cet objectif, mais déjà, ça vous donne des pistes. Peut-être que ensuite vous changerez de branche. Un truc assez intéressant aussi, mais ça va dépendre plutôt de ce que veut faire votre groupe, etc. On va pas développer à mort dans cette vidéo, je pense.
vos objectifs, c'est pas forcément la même chose en fonction de ce qui est attendu de la partie. Par exemple, si vous êtes dans un total bac à sable, avoir un objectif de groupe, ça peut être intéressant. Pour garder le groupe soudé, vu qu'il n'y a pas vraiment de scénario à proprement parler et qu'on se sépare pas dès le début. Sur un truc un peu plus character-driven, donc c'est-à-dire une histoire qui va se construire autour des personnages vraiment, ça peut être intéressant d'avoir un objectif de personnage, mais vraiment un objectif concret. Parce qu'en soi, survivre, c'est déjà un objectif que quasiment tout le monde a. Le fait que je dise que mon sergent, je veux qu'il survive, c'est vraiment pour grossir le trait. Et monter en grade, etc., c'est un objectif, mais je peux le personnaliser davantage si je sais que l'histoire va vraiment tourner autour de mon personnage. Par exemple, je pourrais dire, je veux monter en Graal pour prouver à telle personne que je suis capable. Ça, c'est un objectif déjà plus intéressant, parce que potentiellement, vous voyez qu'il y a 2 ramifications de branches qui sont possibles à partir de là. Soit je vais chercher juste à montrer en grade, soit mon objectif plus profond, et je suis pas obligé de le savoir dès le début, mais peut-être qu'au cours de la campagne, je vais me rendre compte, c'est de prouver à cette personne que je suis quelqu'un de bien, et peut-être qu'à un moment donné, je vais arrêter de vouloir travailler pour l'armée, parce que je me rends compte que, par exemple, cette personne trouve que c'est complètement débile mon comportement et de vouloir rester dans l'armée. Du coup, je vais chercher un autre moyen de plaire à cette personne, de prouver ma valeur à cette personne. Vous pouvez comme ça plus ou moins détailler le truc. Et après, si vous êtes dans une campagne plus plot-driven, donc c'est-à-dire que votre MJ, il arrive vraiment déjà avec une idée de ce qu'il veut vous faire jouer, et du coup, ça vous donne peut-être moins d'ouverture pour vraiment avoir votre arc personnel, etc. C'est pas une obligation que chaque personnage ait un arc personnel dans une campagne. À partir de là, peut-être vous questionner plutôt sur les objectifs comme ce que j'ai fait. C'est-à-dire me concentrer sur la survie et le fait de monter en grade sans mettre plein d'autres trucs à côté. Parce que c'est des objectifs qui vont pas forcément tordre le scénario, qui sont adaptés finalement à l'histoire sur laquelle on s'est mis d'accord qu'on va jouer, et qui vont m'aider à avoir un comportement. Par exemple, à la place de sauver ma peau, mon objectif ça pourrait être ramener tout le monde à la maison. L'objectif ça pourrait être me venger. Si par exemple on est dans un scénario de guerre toujours, peut-être que je me bats par vengeance et que du coup ça va conduire mon personnage à faire des actes un peu stupides, juste par pure haine de l'ennemi, etc. Vous voyez, il y a plusieurs degrés et tout d'objectifs et tout. Beaucoup plus de temps que ce que je pensais pour faire cette vidéo. D'ailleurs, avant de passer à la suite, si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche, et surtout à venir sur le Discord pour venir discuter avec nous, et surtout, dans les commentaires, à poser vos questions, genre sur qu'est-ce que vous voudriez voir dans ces vidéos sur les joueurs. Ça pourrait être vachement cool, ça me donnera peut-être des idées pour des vidéos un peu bonus une fois que j'aurai fait la trame à laquelle j'ai pensé de base. Donc on est toujours dans les branches, donc là on a vraiment parlé beaucoup de l'objectif, maintenant on va parler de l'évolution. Moi je trouve que c'est intéressant de réfléchir à l'avance à l'évolution de son personnage. On en a déjà parlé un peu avant, donc je vais faire assez court. En gros, les 2 trucs que je dirais, c'est voyez où vous voulez mener votre personnage et soyez transparent là-dessus avec votre MJ et aussi avec les autres joueurs, ça peut être pas mal. Pour mon personnage un peu militaire, l'objectif c'était de partir d'un personnage nul, qui a peur, etc. et qu'au fur et à mesure de la campagne, j'ai l'occasion de le faire évoluer, de lui créer un arc, et qu'en fait, de fil en aiguille, il prenne de plus en plus du courage, et aussi que de fil en aiguille, là où sa relation de base avec son équipe, son escouade, bah, c'était une relation hyper autoritaire où il faisait que donner des ordres et rabaisser ses collègues, entre guillemets, bah, ils finissent par s'attacher à l'équipe, et en fait peut-être à s'ouvrir et à montrer finalement des sentiments qu'il était incapable de montrer avant. Parce qu'en fait, il aime bien ces gars, il aime bien ses soldats, mais il n'arrive pas à leur montrer. Il arrive que à leur montrer via son autorité, et au fur et à mesure de la campagne, de plus en plus, il va évoluer, il va venir leur tendre la main, leur porter secours, et c'est ça qui va réussir à lui donner du courage en fait. C'est plus cet objectif d'être le meilleur et de monter en grade dans l'armée, c'est de protéger les gens auxquels il tient, c'est-à-dire son escouade. Et ça donne une scène finale où finalement le personnage se sacrifie pour sauver son escouade. C'est comme ça que je me l'étais figuré dès le départ. Ça aurait pu évoluer après, mais c'est comme ça que moi j'ai pensé le truc, et que j'ai pu comme ça, petit à petit, par étape, faire cette évolution, et rendre le personnage intéressant sur le long terme, plutôt qu'un personnage monolithique, qui n'évolue pas, qui est toujours le même. Ce qui peut être intéressant aussi, hein. Il peut y avoir des personnages un peu running gag comme ça, toujours égaux à eux-mêmes, et moi je trouve qu'un personnage qui évolue, c'est plus cool en général. Et en parler avec le MJ de cette évolution, c'est assez intéressant, parce que comme ça, par exemple, quand vous créez votre personnage avec le MJ, au lieu de dire « je veux créer un guerrier ultra fort, ultra courageux, etc. », vous dites, je veux créer un paysan qui a appris à se battre, qui a une épée en bois, genre vous vous mettez un peu dans la misère au début, mais qui va, j'aimerais, vous dites ça clairement MJ, j'aimerais que son évolution l'amène à devenir genre un des paladins au service du royaume. Et comme ça, vous avez comme ça cette trajectoire, et le MJ, il sait un peu où vous voulez aller, et vous pouvez régulièrement corriger le tir entre les parties si vous avez changé d'envie, etc. Mais le MJ, il va pouvoir créer comme ça cet arc qui vous intéresse, ou vous tendre des perches qui vont vous permettre de devenir le personnage que vous voulez devenir, quoi. Donc ça, c'était les branches. Maintenant, il y a les feuilles, les petites feuilles. Bah, les feuilles, c'est typiquement le truc que moi j'improvise. C'est l'étape un peu
la moins importante, je dirais. Et pourtant, c'est celle qui peut prendre le plus de temps, finalement, quand on commence à y réfléchir. Les feuilles, c'est les détails. Hein. Concrètement, c'est juste ça. Ça peut être un simple tic, un tic pour votre personnage de langage et tout, un accent, genre par exemple, moi je parlais comme ça quand je jouais mon sergent. Une phrase qui répète régulièrement, la gestuelle, ça peut être aussi son apparence, ses vêtements, ça c'est assez intéressant. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de l'apparence, mais c'est un truc hyper intéressant parce que, finalement, un des premiers trucs que vous allez faire dans votre partie de jeu de rôle en général, c'est d'écrire votre personnage. Donc s'il y a bien un truc que vous devriez préparer avant la première partie, c'est introduire votre personnage visuellement et comment il va se présenter. Juste ces informations-là. C'est beaucoup plus important finalement que tout le passé de votre personnage, quoi. Pour une première partie. Et j'y pensais plus parce que je pensais à la graine de l'image ou de l'acteur et du coup, bah, en fait, j'ai déjà l'image. Je sais déjà comment je vais décrire mon personnage quand je pars de là. Bref. Ensuite, ça peut aussi être les... Donc on disait des détails. Genre par exemple, qui sont les membres de sa famille, qui est son mentor, quelle est sa ville d'origine et tout. Mais tout ça, je préfère le laisser au vide fertile. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Tout ça, je préfère le laisser au vide fertile, personnellement. Sinon, un truc qui peut être sympa, si vous avez du mal à improviser, vraiment du mal à improviser, c'est de préparer une petite anecdote. Une toute petite histoire d'un tout petit événement passé de votre personnage. Un petit truc cool que vous pourrez essayer de caser à un moment quand vous serez au coin du feu, quand vous serez en train de parler dans une auberge, quand quelqu'un vous demandera « Eh, est-ce que tu raconterais pas une petite blague, toi ?» Vous préparez une petite blague. Bon, vous n'êtes pas obligé de... C'est difficile de savoir à l'avance exactement ce que la fiction va vous amener à... va vous demander. Et finalement, en préparant cette petite anecdote ou cette toute petite histoire, vous mettez déjà en condition pour l'amener, vous-même. Pas qu'on vous tende la perche. Et qui ne sera pas du background mort. Donc voilà un peu pour l'arbre. Maintenant, je vais vous ajouter 2-3 petits trucs que j'aime bien. Un truc que j'aime vraiment bien, c'est la manière de présenter les personnages de Numenera. C'est en 3 lignes, littéralement. Et c'est comme ça que moi, j'aime qu'on me présente un personnage en général. En gros, c'est une phrase à trous à remplir, c'est « Je suis nanana, qui nanana, en nanana ». Par exemple, je suis Geralt de Rive, qui gagne sa vie en tuant des monstres, en utilisant ses talents de sorceleur et en vagabondant de ville en ville. Un truc dans le genre. Parce que comme ça, avec très peu de mots, finalement, vous essayez d'utiliser les mots les plus précis et les plus évocateurs, vous arrivez à placer votre personnage, à le planter, sans demander aux autres, notamment le MJ, de lire 5 pages de background, plutôt que de déblatérer tout un tas d'informations, de faire « je suis né dans un village de machin truc, mes parents se sont fait tuer par je sais pas quoi, j'ai ensuite été recueilli par la guilde de machin chose ». Enfin, il n'y a jamais personne qui se présente comme ça. D'ailleurs, ça va nous faire venir à mon point le plus important. Au travers de tout ce processus, si vous décidez de le suivre, le processus de l'arbre, ou même de tous les trucs que vous verrez à droite à gauche et tout, franchement, moi je vous invite à vous poser la question de qu'est-ce qui est activable dans mon background. Est-ce que ce que je prépare, ça va être utilisé pendant la partie? Le background, que j'appellerais mort, on en trouve dans les livres de jeux de rôle et dans les backgrounds de personnages, tout autant. C'est, par exemple, toute l'histoire du monde avant la situation d'aujourd'hui qu'on va jouer autour de la table. C'est intéressant, il y a des pistes, des trucs à prendre, mais comme c'est des éléments passés que vous pouvez plus changer, ça n'est pas toujours très activable. Et c'est la même chose pour votre personnage. Même si connaître les origines de votre personnage et le fait que ses parents soient morts, par exemple, le typique, ça peut vous donner cette idée de vengeance, etc. Ce qui est intéressant, c'est de savoir de qui vous voulez vous venger. Si vous avez appris des compétences via un mentor, je sais pas quoi, ce qui est intéressant, c'est de savoir si celui-ci est encore en vie ou pas et si on va pouvoir le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le reste du background, tout ce qui est pas activable, qui a pas d'intérêt pour l'avenir de la partie, soit ça va servir une seule fois au moment où vous allez vous présenter, soit ça va pas servir à grand chose, en tout cas pour les autres et pour vous pendant la partie. Je dis pas que ça sert à rien. Comme on disait, un des avantages du gros background, c'est que ça peut vous aider à entrer dans votre personnage et surtout ça peut être un plaisir d'écrire ce background. Et ça, si vous prenez plaisir à écrire tout ça, gardez ce plaisir. Et sachez que c'est pas forcément le plaisir des autres de le lire et tout. Moi, ce que je vous conseille pour rendre tout ça plus activable, même si vous avez envie d'écrire un long background, pour le rendre plus activable, voilà ce que je ferai. Je demanderai au MJ dans quelle mesure il compte utiliser le background dans l'histoire. Et sur quel truc je peux jouer. Par exemple, est-ce que si j'invente une ville, ma ville d'origine, est-ce qu'il y a des chances que je la vois au cours de la partie? Comme ça, vous gagnez un petit peu en efficience. Si vous avez envie de préparer des trucs et que vous voulez qu'ils soient joués. Et puis comme ça aussi, vous êtes un peu clair là-dessus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas déçu d'avoir écrit tout un background et que votre MJ dise par contre, j'en aurais pas besoin. Donc mettez-vous un peu d'accord là-dessus. Et ensuite, dans la mesure du possible, essayez de présenter tout ça de manière succincte par bullet point plutôt que via une longue histoire écrite de manière très littérale. Vous pouvez écrire votre truc comme un roman, à la première personne, etc. Mais à côté, si vous aimez écrire, prenez aussi le temps de faire ce petit truc par bullet point, genre résumer en 5 points votre personnage. En plus, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Vous n'êtes pas obligé de faire que ça.
Mais c'est vraiment un bon bonus pour votre MJ pour retrouver les informations rapidement. Et puis en plus, si vous faites un bullet point limité, ça vous force, avec votre bullet point, à choisir les informations que vous trouvez les plus importantes et à vous-même identifier ce que vous voudriez voir en jeu réellement. Ça va beaucoup aider votre MJ, et ça lui évitera de se poser tout le temps la question de « Ah, est-ce qu'il veut voir ça dans la partie ?» et de devoir questionner tout ça. Faites l'effort de résumer votre background. Donc ça, c'était pour rendre le truc activable plus pour le MJ. Ensuite, les trucs activables pour soi, qui vont nous aider à jouer notre personnage. Finalement, c'est tout ce qu'on a parlé dans l'arbre, finalement, c'était vachement orienté sur soi, qu'est-ce qu'on peut créer pour jouer notre personnage. Et ensuite, il y a rendre le personnage un peu activable pour les autres, pour le groupe. C'est tout simplement créer des ouvertures vers le groupe. Je ferai une vidéo sur la création de personnages en groupe. Mais même si vous créez un peu vos personnages chacun de votre côté, vous pouvez réfléchir en amont à quelle perche vous voulez tendre aux autres. Donc, par exemple, vous pouvez réfléchir à l'avance et vous dire « Ah bah moi, mon personnage, je trouverais ça stylé que son mentor se trouve dans le groupe, ou son frère ou ami soit dans le groupe. Est-ce que quelqu'un veut être mon ami ? Est-ce que quelqu'un veut être mon mentor ? Est-ce que quelqu'un veut être un membre de ma famille ? » Trouvez des ouvertures comme ça, et déjà préparer, entre guillemets, les atomes crochus de votre personnage qui va faire qu'il va pouvoir être avec le groupe. Parce que si vous vous concentrez uniquement sur votre personnage, etc., peut-être qu'au moment où vous allez vous confronter un petit peu avec le reste du groupe, vous allez vous dire « Attends, mon personnage, il a rien à faire avec eux, et du coup, il va rester là pour un one-shot et c'est tout. » Et vous pouvez pas attendre que ce soit le groupe toujours qui fasse les efforts pour rester avec votre personnage. C'est vous qui devez faire l'effort de trouver des moyens pour que votre personnage reste dans le groupe. Ça, je pense que c'est vraiment une responsabilité partagée et qu'il faut aussi porter chacun de son côté. Voilà un petit peu... Finalement, la fin de cette métaphore sur l'arbre, beaucoup plus long que ce que je pensais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc., comme on disait. À venir sur Discord, à poser vos questions dans les commentaires, et surtout à mettre la petite cloche pour pas rater les futures vidéos. Sinon, je vais disparaître dans les profondeurs de YouTube et vous ne me retrouverez plus. C'est ici que cette vidéo se termine. Merci de m'avoir écouté, mais merci si vous êtes encore là, et on se dit à bientôt et à la prochaine sur Le Bon MJ. Ciao.